Moi, je vous remercie grandement de m'avoir invité. Alors, je vais essayer de me retenir un petit peu parce que j'avoue que quand je parle de l'escadron de chasse Lafayette, je peux faire 10 minutes comme je peux faire 3 heures. Je vous remercie de m'avoir invité et j'avoue que je ne me suis pas fait prier parce que il y a 3 raisons qui encadrent ma présence ici. Tout d'abord, eh bien, c'est cette année le centenaire de la création de l'escadrille Lafayette. C'est une année particulière pour nous et c'est une année sur laquelle nous essayons de beaucoup communiquer autour de cette escadrille devenue escadron de chasse. Le deuxième point, c'est parce qu'il faut célébrer les valeurs qui ont été mises dans cette création d'escadrille par ces pilotes américains qui sont venus volontairement se battre pour un pays qui n'était pas le leur. Et puis le troisième point, et ça j'en suis assez fier en tant que commandant d'escadron, eh bien j'ai reçu en héritage cette magnifique histoire. Et ce que je vais vous conter aujourd'hui, je pense, c'est une des plus belles pages de l'armée de l'air et une des plus belles pages de l'histoire de ce qui allait devenir l'aéronautique militaire française. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, eh bien, nous fêterons en 2017 les 100 ans de l'engagement des États-Unis dans le conflit mondial. Mais les Américains combattaient déjà. Ils combattaient déjà en France en 1916, mais réellement ils combattaient déjà en France dès 1914. Et il faut remonter à 1914, où dès le début de la guerre, un fort courant francophile amène des milliers d'Américains à s'enrôler dans l'armée française. Malgré le désaveu de leur pays, malgré la menace qu'ils avaient reçue de perdre leur citoyenneté américaine. Et ces jeunes, eh bien, ils avaient quel but? La recherche d'aventure, la recherche d'histoire, l'envie d'une vie trépidante ou simplement pour beaucoup l'envie de se battre pour la liberté quand elle paraissait menacée. Et ces milliers d'Américains, eh bien, dès 1914, on les a trouvés dans les tranchées. Alors ils étaient tous légionnaires ou ambulanciers, parce que déjà à l'époque, comme aujourd'hui, eh bien, quand on est étranger et qu'on veut s'engager pour l'armée française, il n'y a que la Légion étrangère ou le service des ambulances. Ces milliers d'Américains, ils ont tout fait pour venir combattre ce pays qui n'était pas le leur. Et des histoires croustillantes dans les livres d'enrôlement, on en trouve énormément. Je reprendrai quelques contrats d'engagement de l'escadrille Lafayette, plus précisément, où par exemple un soldat s'était vanté d'avoir plusieurs années de service dans la Salvation Army. C'est l'armée du salut. Et le jeune recruteur français qui ne devait pas parler un mot d'anglais a noté guerrier très expérimenté sur sa fiche. Donc ils ont tout fait pour venir combattre. Et à l'époque, l'ambassadeur des États-Unis en France, Myron T. Eric, avait dit « La loi est contre vous, mais rassurez-vous, si j'avais votre âge et si j'étais à votre place, je sais très bien ce que j'aurais fait. » Le message était clair. Le problème, c'est que rapidement, eh bien, ces gens, ils avaient vu des combats ardents, des combats à la baïonnette, des coups de fusil, des coups de canon, des charges héroïques. Mais c'est pas ça. C'était pas ça, cette Première Guerre mondiale. Rapidement, ils se sont retrouvés dans la boue gluante des tranchées, à faire des travaux pénibles, à attendre, à tomber sous les mitrailleuses lourdes allemandes qui étaient beaucoup mieux équipées que les Français. Et parmi ces milliers d'Américains, bien quelques-uns ont voulu s'investir dans une nouvelle arme, quelque chose qui était très nouveau, que nous venions de découvrir, c'est l'arme aérienne. C'est ce qui n'était qu'un sport, un loisir ou quelque chose d'expérimental quelques mois avant, c'est se dire qu'on peut monter une mitraillette, qu'on peut larguer des bombes depuis un appareil volant. Quelque chose de très novateur à cette époque. Et parmi ces quelques Américains, il y en a 3 dès le départ qui ont voulu créer une escadrille américaine. Ça, c'est la seconde idée folle. Une escadrille en France, servant sous commandement français, mais ne regroupant que des pilotes américains. Alors le premier pilote, dont j'ai oublié le nom, mais vous allez vite comprendre pourquoi, c'était prétendu pilote aux États-Unis. Il est arrivé, on l'a cru, on lui a confié un avion. Après s'être fait brièvement expliquer les commandes, il a eu du mal à décoller. Et il a fini sa course quelques secondes plus tard dans le mur d'un hangar. Et on l'a renvoyé à l'école de l'infanterie, où il n'avait jamais touché un avion de sa vie. Les 2 autres plus sérieux, c'est William Thaw, qui était déjà pilote et qui connaissait un certain Brocard français, qui, très célèbre aviateur, volait déjà depuis 1914 au profit de la France. Et il a réussi à convaincre ce Brocard de plaider pour la cause de cette création d'escadrille américaine. Et puis le troisième, c'est Norman Prince, qui lui est un riche aristocrate américain
déjà pilote également, et qui lui bénéficiait des appuis politiques pour pouvoir faire passer ce projet. Et voilà comment ces deux Américains ont réussi à convaincre le ministre de l'Air de pouvoir créer une escadrille. En 1915, l'entraînement débute dans les écoles de pilotage. Certains sont déjà dans d'autres escadrilles. En mars 1916, le ministre de la Guerre reçoit la liste des 7 pilotes américains choisis pour créer cette escadrille. Et le 18 avril 1916, à Luxeuil-les-Bains, au pied des Vosges, en Haute-Saône, est créée l'escadrille américaine. Car c'est son vrai nom, c'est l'escadrille américaine. Cette création, elle ne passe pas inaperçue. Pourquoi? Eh bien parce que le commandant de cette escadrille est français, son adjoint est français, tous les pilotes sont américains, flotte le drapeau américain sur le camp d'aviation de Luxeuil-les-Bains, c'est proche de la ligne de front, et si le 18 avril le décret paraît, le 20 avril les premiers Américains posent leurs valises à Luxeuil, et le 18 mai, les premières victoires aériennes sont déjà gagnées sur la ligne de front entre les Vosges et le Rhin. Donc une escadrille qui fait très vite parler d'elle, et plutôt dans le bon sens. Et puis si le 18 mai, la première victoire arrive, le 19 mai, l'escadrille part pour Verdun. L'histoire s'emballe, cette escadrille, elle n'a qu'un mois d'existence, et elle est déjà à Verdun. Alors j'aime reprendre cette citation du capitaine Thénault, qui à l'époque était commandant de l'escadron, qui disait « Verdun, nous découvrons un lieu où, dans les cieux, l'ennemi est mordant et nombreux, sur la terre, la canonnade est incessante, elle pilonne sans merci, vaincre ou mourir, c'était la loi de chaque jour. » Les missions s'enchaînent, les victoires s'enchaînent, et les premiers morts arrivent. Et ainsi, Chapman sera le premier à mourir au combat. Il mourra en juin, après 2 mois passés dans cette escadrille. Alors sur un épisode très particulier, puisque un premier pilote américain, Clyde Barsley, est grièvement blessé par une balle explosive le touchant à la hanche et à la tête, se pose en catastrophe avec son avion, est hospitalisé, et depuis son lit d'hôpital, il dit « j'aimerais bien avoir des oranges ». Et Chapman charge son avion de caisses d'oranges et lui apporte à l'hôpital. Et en passant avec son avion, avec ses caisses d'oranges, il voit passer les avions allemands, il est tout seul, c'est plus fort que lui, il va au combat. Son avion est touché, il brûle en l'air, et l'histoire raconte que les Allemands, dans les tranchées, se sont bien demandé ce jour-là pourquoi de nombreuses oranges tombaient du ciel. Mais Chapman sera le premier à mourir, et il sera remplacé par un jeune Américain né en France, Raoul Lovebury, qui deviendra, et qui est encore à ce jour, le plus grand as de l'escadrille Lafayette. Raoul Lovebury, ce sont 17 victoires sûres et 15 victoires probables. La guerre avance, et en novembre 1916, les Allemands protestent vigoureusement car ils ne veulent plus qu'il soit dit qu'ils combattent l'escadrille américaine, car il n'est pas dans leur intérêt que les États-Unis rentrent en guerre. Donc cette escadrille a un petit passage où elle change de nom, elle s'appelle l'escadrille des volontaires. Puis ce n'est pas satisfaisant, donc il faut trouver un nom. Alors c'est quand même assez amusant puisqu'on parle d'un conflit où on se jette des obus au gaz moutarde sur la tête, mais on peut protester sur le nom de l'escadrille et qu'on combat. Mais c'est recevable. Et ce sont les Américains qui, très rapidement, se rappellent d'un petit Français qui est à peu près au même âge qu'eux, a fait un voyage à peu près dans les mêmes conditions qu'eux, c'est-à-dire 1 an avant que son pays prenne position dans ce conflit, pour venir combattre pour la liberté de l'autre côté de l'Atlantique. Et naturellement, à l'unanimité, et sans véritablement de longue réflexion, le nom de Lafayette sort. Et cette escadrille devient le nom de Lafayette. Il ne faut plus que trouver une insigne, et ce sera la tête de Sioux. Tête de Sioux que les Américains veulent un symbole de force, de courage, et un symbole fort des États-Unis. L'escadrille Lafayette est née, elle poursuit ses combats jusqu'en 1917, au moment où les États-Unis rentrent en guerre. Et à ce moment-là, tous les pilotes américains doivent être cédés à l'armée américaine. Les pilotes américains de l'escadrille Lafayette vont donc quitter leur escadrille et ils vont être regroupés avec tous les autres pilotes américains dans quelque chose, mais qui a gardé le nom pour les valeurs qu'ils exprimaient, dans le Lafayette Flying Corps. C'est pour ça qu'il y a cette différence entre l'escadrille Lafayette, qui aura eu au total 49 pilotes américains en son sein, et le Lafayette Flying Corps, qui lui aura regroupé les 267 pilotes américains ayant servi en France. Mais les deux s'appellent Lafayette, et donc nous sommes dans le cœur du sujet aujourd'hui.
Si vous allez d'ailleurs à ce titre à Marne-la-Coquette, au mémorial mal appelé de mémorial de l'escadrille Lafayette, vous verrez que dessus figure le nom des pilotes du Lafayette Flying Corps, de tous ces pilotes américains. Donc ces pilotes américains gardent le nom de Lafayette, servent au nom des États-Unis et terminent la guerre comme ceci, avec leur tête dessus. Tête de Sioux et nom de Lafayette qu'ils ramèneront en 1918 aux États-Unis pour créer la première escadrille de combat américaine, puisqu'à cette époque, l'US Air Force, bien entendu, n'existait pas, mais il n'y avait pas encore d'unité de combat aérienne au début de la guerre aux États-Unis. Alors le bilan, puisqu'il faut en faire un, eh bien, ce sont 267 pilotes américains qui ont cherché à combattre et qui se sont engagés dans le Lafayette Flying Corps. 180 d'entre eux auront fini leur formation et seront allés au front. Sur ces 180 pilotes américains, 62 seront morts, 19 blessés, 15 prisonniers. Le chiffre est important, ça donne vraiment l'idée de l'abnégation, du courage, du don de soi qu'ils ont fait. Mais le chiffre le plus important, c'est que ces pilotes ont rapporté 199 victoires sûres, victoires aériennes, et presque autant de victoires probables mais non vérifiées. Et voilà réellement le bilan du Lafayette Flying Corps en 1918. Une petite histoire en marge de cette Première Guerre mondiale. Il y a un Américain noir, boxeur de profession, qui s'appelle Eugene Bullard, qui est, dès 1914, dans les tranchées, qui est engagé et qui souhaite devenir aviateur. Et la France le fait devenir aviateur. Il sera, alors l'histoire le veut, pilote de l'escadrille Lafayette, non, il n'appartiendra qu'au Lafayette Flying Corps. Et Eugene Bullard sera le premier pilote noir, finalement, de toute l'histoire, le premier pilote de combat noir. Il servira en France, il obtiendra toutes les distinctions possibles et imaginables en France. Il remportera au moins 2 victoires aériennes. Et lorsqu'il est donné à l'armée américaine en 1917, eh bien, à cause de sa couleur de peau, il n'a plus le droit de prétendre être pilote. Et il redevient caporal à faire des travaux de terrassement. Il rentrera dans son pays où on ne reconnaîtra pas ses faits de guerre. Il n'aura aucune décoration américaine, il n'a que des décorations françaises. Il fera tous les petits boulots où il terminera sa vie, garçon d'ascenseur au Rockefeller Center. Et si aujourd'hui vous allez à ce mémorial de Marne-la-Coquette du Lafayette Flying Corps, eh bien intéressez-vous aux noms qui figurent tout autour de ce mémorial. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que l'escadrille Lafayette, il y a tous les pilotes américains, et j'ai menti. Le but était de mettre tous les pilotes américains, les 267, sauf que les États-Unis ont formellement refusé que Eugene Bullard figure sur ce monument parce qu'il était noir. Et donc la France, refusant de ne mettre que 266 noms et d'en enlever un, il a été choisi de ne mettre sur ce monument que les pilotes décédés. Voilà pourquoi vous ne trouverez pas tous les noms sur ce monument, et voilà comment le choix est arrivé à ne mettre que les pilotes décédés et non pas tous les pilotes. Parce que le nom d'Eugene Bullard n'aurait jamais figuré. Pour la petite histoire, il est décédé en 1961, je crois, et juste avant, le général de Gaulle, dans sa première visite d'État à New York, a demandé à le rencontrer et lui a remis devant toute la presse américaine la Légion d'honneur. Et il a dit à tout le monde, aux Américains en premier, finalement, que cet homme était un héros français, qu'il méritait le statut de héros de guerre pour tout ce qu'il avait fait. Eugene Bullard mourra en 1961 et les États-Unis lui accorderont le titre de sous-lieutenant honorifique 19 ans après sa mort. Et cet homme était un héros de guerre en 1907. Mais voilà des petites histoires en marge de cette escadrille Lafayette, ou Lafayette Flying Corps, le premier pilote de combat noir, et qui est resté pendant très longtemps du coup le premier pilote noir. Alors beaucoup de noms se seront succédés dans cette escadrille Lafayette. On aura eu Brocard qui sera passé. Elle aura été placée pour l'instant sous le commandement d'un certain Charles Languesser. Elle aura été sous le commandement de Delage de Meux. Donc des grands noms français se sont succédés et ont porté le nom d'affaires. Fin de la guerre, 11 novembre 1918, les Américains repartent avec le nom Lafayette, leur tête dessus. Et en France, eh bien, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire parce que l'aviation n'existe pas. L'aviation n'existe pas, donc les régiments retournent dans leurs casernes, les bateaux retournent dans leurs ports, et les avions qu'on a créés rapidement, qu'on a disséminés un petit peu partout avec 3 hangars en bois,
ils n'existent pas, ils ne sont rattachés à rien, et il n'y a pas d'armée de l'air existante, donc eh bien, quasiment toutes les escadrilles sont dissolues ou mises en sommeil, dissoutes. Et il y a un choix fait par le ministre de l'Air de dire « je ne veux pas que l'escadrille Lafayette s'arrête là ». Donc les Américains repartent avec l'escadrille Lafayette. Sur les bases de l'escadrille Lafayette, ils créeront le 94e Pursuit Squadron, qui sera leur première escadrille de combat, qui existe encore aujourd'hui, qui est venu défiler avec ses F-22 il n'y a pas longtemps à Paris pour le centenaire de l'escadrille Lafayette, qui est aujourd'hui l'escadron Hat in the Circle. Et les pilotes du Lafayette, revenus aux États-Unis, auront été les instructeurs de tous ces premiers pilotes américains qui ont construit leur armée de l'air à cette époque. 1918-1921, donc je l'ai dit, c'est 3 années un peu troubles, on se cherche un peu, l'aviation existe sans exister. Et puis 1921, le Lafayette revient en France. L'escadrille Lafayette revient en France, elle reprend ses traditions, elle reprend son nom, elle reprend son insigne, elle les crée officiellement, elle retrouve son terrain de naissance, et elle commence à s'entraîner. Alors c'est la grande essor de l'aviation, ces années 20-30, c'est la grande essor de l'aviation, particulièrement en France. Et l'escadrille eh bien, sera largement utilisée pour tester les avions, alors que ce soit des Newport, des Delage, des Loarbourg Doulesseur, des Bloch, des Potest, des De Watine, à peu près tous les avions français et tous les constructeurs donneront à cette escadrille leurs avions pour faire des essais. 1932, l'escadrille grossit et elle devient groupe de chasse de 5. Alors vous m'entendrez beaucoup parler d'escadron et escadrille. Alors aujourd'hui je commande l'escadron de chasse Lafayette. À l'époque ils ont créé une escadrille, la différence entre les deux c'est la taille. L'escadrille Lafayette grossissant est devenue escadron de chasse Lafayette. Un escadron étant constitué de plusieurs escadrilles. Mais l'escadron de chasse Lafayette aujourd'hui porte toujours ce nom de Lafayette, détient toujours l'escadrille à tête dessus et n'a pas changé. Simplement, vous verrez souvent utiliser les deux termes, n'y voyez pas un écart de langage. En 1932, eh bien, le groupe grossit, on lui adjoint sa deuxième escadrille et ça devient le groupe de chasse de 5 Lafayette, composé de l'escadrille tête de Sioux et l'escadrille cigogne de Romanet. La deuxième escadrille que nous avons toujours également actuellement. Dans cette période de l'aviation progresse, en 1937, eh bien, l'escadrille Lafayette découvre un exercice très nouveau, puisqu'elle est choisie pour aller dans quelque chose qu'on n'a jamais imaginé et jamais vu. Ça s'appelle un meeting aérien. Et le premier meeting aérien se déroule à Zurich. Et on leur demande quelque chose qui était impensable à l'époque, de faire des démonstrations devant des gens qui payent leur place et de faire un maximum de démonstrations avec des avions en patrouille pour faire des voltiges les plus folles et essayer de gagner des prix. Et l'escadrille Lafayette sera la première unité française à s'essayer à cet exercice très nouveau qui est le meeting aérien. 1938, c'est le plan de réarmement ordonné par le ministre de l'Air, tardif. Et 1939, les premiers avions américains arrivent à l'escadrille, les Curtiss Hawk H-75. Cet entre-deux-guerres qui fait sourire avec des meetings, des essais d'avions, etc., aura quand même fait 9 morts et 20 blessés. Et puis la Deuxième Guerre mondiale éclate. Là encore, une large part d'histoire s'ouvre pour le Lafayette, puisqu'il est escadron de chasse maintenant. Puisque le 3 septembre, c'est la déclaration de guerre. Le 6 septembre, la première victoire aérienne est obtenue par une des escadrilles du groupe Lafayette. Et le 20 septembre, la première victoire est obtenue par un Sioux de l'escadrille Lafayette. C'est intéressant de voir que la première victoire française, quel que soit l'escadron, vient du groupe Lafayette. Et puis l'histoire se répète, c'est-à-dire qu'en 1916, eh bien, c'était les Américains qui étaient venus combattre pour un pays qui n'était pas le leur. Eh bien, en 1939, le Lafayette accueille des pilotes tchécoslovaques qui eux aussi viennent volontairement dans un pays qui est fortement oppressé entre des pressions politiques, des pressions guerrières, et ils fuient leur pays. Et ils décident, arrivant en France, de servir à quelque chose et de s'enrôler. Et les pilotes tchécoslovaques sont mis au sein de l'escadrille Lafayette, dans le groupe de chasse Lafayette. La bataille de France sera rapide, elle sera particulièrement violente, puisque le rapport de force est de 5 avions allemands pour un avion allié dans cette période. Donc les combats sont nécessairement peu équitables.
Le 6 novembre 1939, il y aura un épisode qui est célèbre encore aujourd'hui de l'escadrille Lafayette, qui est intitulé « Le combat des 9 contre 27 ». C'est une patrouille de 9 avions à tête de Sioux qui rencontre 27 avions allemands. Et qui, au lieu de fuir le combat comme il aurait été raisonnable de le faire, engage tous les avions allemands et rentre dans la mêlée. Et le résultat est sans appel, puisque 5 Allemands tombent, 2 Allemands sont disparus, et que 0 appareil du Lafayette ne soit endommagé, et tout le monde rentre. J'ai dit que la bataille de France était rapide, elle est surtout rapidement perdue. Et dès 1940, eh bien, l'escadron part pour l'Afrique du Nord. Donc c'est la débandade, c'est la course folle pour fuir sous les couleurs de Vichy, puisque l'escadron fait partie et restera un temps, pour au moins quasiment une année, loyaliste à Vichy. Donc il fuit, et c'est une fuite en avant poussée par les Américains et les Anglais qui veulent réduire à néant cette escadrille de cet escadron de Vichy. Il y aura donc Alger, puis la semaine suivante Oran, puis La Ceigne, puis Casablanca, puis Dakar, puis Wakam. L'idée est de fuir toujours plus loin. Il y aura des combats acharnés contre les Américains, il y aura des combats acharnés contre les Anglais. L'escadron Lafayette volera sur mer El-Kébir pour essayer de protéger les bateaux français. Donc des épisodes assez sombres de notre histoire. Et ça se termine par 10 pilotes tués par les Américains du Lafayette. Et 14 victoires. Je passe assez vite puisqu'il n'y a rien de brillant dans cette époque. En 1942, l'escadron est au néant. Il est en Afrique, il n'a plus de moyens. Il a été anéanti par les Américains et les Anglais. Et donc les Américains mettent la main sur ces combattants et disent maintenant on va vous rééquiper et vous allez combattre du bon côté. Vous enlevez les signes de Vichy sur vos avions. Et alors pour la petite histoire, il y a le colonel américain, le colonel Willis, qui est responsable du réarmement des forces vaincues en France, qui arrive, et le premier terrain qu'il visite, c'est le terrain où sont les restes des avions du Lafayette. Et ce colonel Willis se pose, vient inspecter, et voit le premier Curtis dans un état lamentable, avec une tête de Sioux sur la dérive. Et il tombe ébahi, parce qu'il se trouve que le lieutenant Willis était pilote de l'escadrille Lafayette dans la Première Guerre mondiale, et qu'il est colonel à la Deuxième Guerre mondiale chargé du réarmement. Et donc il ne savait même pas que son escadrille existait encore. Il la découvre en Afrique, et il choisira l'escadron Lafayette pour être le premier escadron équipé des P-40 puis P-47 américains. Ce sera le premier escadron rééquipé pour cette petite parenthèse d'histoire. Et puis c'est la remontée vers la France, avec la campagne de Tunisie, la campagne d'Italie, la libération de la Corse, l'installation en Corse, et puis la libération de la France. Encore 23 pilotes perdront la vie dans cette remontée vers la France. Les lendemains de guerre, ils ne sont pas tellement plus brillants, puisque l'escadron à peine réinstallé en France, eh bien, dès août 1947, c'est le départ pour l'Indochine. Donc un escadron toujours sur la brèche, comme on pourrait dire. Et le 19 août 1947, l'escadron Lafayette s'installe à Hanoï, et il occupera pendant une année cette position avec la responsabilité de la protection de tous les approvisionnements de la ville d'Hanoï. Les missions sont différentes, il n'y a pas d'aviation de chasse en face, il n'y a pas de combat aérien. Lafayette découvre un nouveau métier, c'est le bombardement. Le retour d'Indochine, eh bien il n'est pas plus calme, puisque le monde a sombré dans la guerre froide. Et là encore, il faut découvrir quelque chose auquel on ne faisait pas face, on ne savait pas faire face, et on n'avait pas prévu cette sortie du conflit. Et finalement, le Lafayette, quand il revient d'Indochine, il ne regagne pas la France, mais il va s'interposer en Allemagne. C'est l'ère de l'avion en réaction, ce sont les premiers vampires de livrée qui arriveront à Friedrichshafen avec l'escadron. Et puis ensuite, l'escadron bougera vers Bremgarten avec les ouragans, et restera finalement au total 15 ans en Allemagne en interposition face au bloc soviétique. En 1961, l'escadron revient en France, et il revient encore à Luxeuil, là même où il est né, sur le même terrain, là où il est né en 1907. Il revient à Luxeuil, doté de Mirage 3E, et découvre là encore une nouvelle mission, parce qu'à partir de 1961, l'escadron se forme sur Mirage 3, et en 1973, l'escadron rentre dans l'ère nucléaire, se voit doter la mission d'alerte nucléaire. Cette mission d'alerte nucléaire, eh bien, nous la tenons toujours aujourd'hui avec le Mirage 2000, c'est toujours notre mission. La fin du bloc soviétique bouleverse nos frontières et bouleverse l'Europe de l'Est. Le Lafayette ne reste pas stationné avec son unique mission de dissuasion nucléaire qu'il continue d'assurer. Et donc les avions du Lafayette eh bien, participeront au combat et seront déployés en Italie pour effectuer toutes les frappes sur la Bosnie.
En parallèle, la mission nucléaire, qui à l'époque se cherchait un petit peu, devient une mission hautement stratégique, donnée dans les mains du président de la République, et elle gagne les lettres de noblesse qu'elle a encore aujourd'hui. Et puis l'histoire continue, puisqu'il y a de cela 4 ans, eh bien, le Lafayette était en Libye. La Libye, c'est 5 mois d'opération, c'est 2000 heures de vol sur le territoire libyen, ce sont 350 missions de guerre. Et aujourd'hui, alors c'est une opération en cours, on peut malheureusement moins en parler, les avions frappés de la tête de Sioux sont déployés au Levant et frappent jour et nuit Daesh en Irak, en Syrie. Et au moment où je fais cet exposé, l'escadron Lafayette est à peu près à 1600 heures de vol et déjà 160 frappes aériennes réalisées contre Daesh. Il y aura quand même eu au total 34 pilotes décédés depuis la fin de ces conflits, depuis donc dans l'ère moderne du réacteur. L'avenir, il est plutôt bien parti pour le Lafayette. Pourquoi? Déjà grâce à son nom. Et son nom fait que c'est aujourd'hui un escadron qui est sanctuarisé dans l'armée de l'air. Il compte dans l'histoire de l'armée de l'air, dans la fondation de l'armée de l'air. Et tous les chefs de l'armée de l'air qui se succèdent sont d'accord sur un point. Il y aura toujours un escadron Lafayette. Il y en a peu qui ont ce privilège. On va trouver le Normandie-Niemen, on va trouver l'escadron des Cigognes, forcément, première unité française. Et il y en a très peu finalement qui ont ce privilège. Lafayette fait partie de ce podium où l'armée de l'air a clairement annoncé qu'il y aura toujours une unité de combat aérienne Lafayette. C'est plutôt bon signe pour nous, dans une période où on est passé de 23 escadrons de chasse à 9. Eh bien, nous aurons encore un Lafayette. Cet avenir, il est sanctuarisé aussi par l'arrivée du Rafale. En effet, l'armée de l'air aujourd'hui n'a que 3 escadrons dotés du Rafale. Les autres volent sur Mirage 2000. Et le Lafayette, avec ses Mirage 2000, a été choisi pour être le 4e escadron en Rafale. Et nous avons lancé le processus, puisque notre objectif, c'est que d'ici 2 années, notre escadron soit entièrement transformé en Rafale. Donc là encore, on peut miser sur l'avenir. La mission de dissuasion, elle est réaffirmée par tous les présidents. Donc il n'y a pas de raison que le Lafayette lâche cette mission. Et puis, avec l'aide du Rafale, il continuera à participer à toutes les missions réalisées par l'armée de l'air en France ou hors des frontières. Si je dois tracer un bilan de ce siècle passé, eh bien, il faut noter 146 pilotes tués. Mais il faut mettre dans la balance 249 victoires aériennes. Il faut mettre, et là les chiffres sont malheureusement assez évasifs parce que nous n'avons pas pu tout compter sur les premiers conflits, plus de 3000 missions de bombardement, 43 années d'alerte nucléaire, 14 années d'interposition face au bloc soviétique. Finalement, je pense que l'escadrille, devenue escadron Lafayette, a bien rempli sa mission. Ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que je suis fier de connaître cette unité, je suis fier de ce nom que j'ai reçu en héritage. Alors sachez que pour la petite histoire, toutes les unités aériennes françaises portent un nom de région. Donc les escadrons de chasse sont le Normandie, l'Île-de-France, le Navarre, le Champagne, l'Ardenne, la Provence. Et le seul escadron qui ne porte pas un nom de région, parce qu'il a été choisi ainsi, c'est le Lafayette. Et je suis fier de cet héritage que j'ai reçu. Je suis fier des gens que je commande aujourd'hui. Je suis exigeant parce que je sais que ce passé, eh bien, on doit en être digne. Je suis fier de ce que nos gens font actuellement, ce soir, cette nuit, en Irak, en Syrie. Je sais que ça continuera. Je suis à quelques jours maintenant de quitter mon commandement. Mais, eh bien, pour moi, Lafayette aura eu un goût très particulier. Et je sais que quand on passe à l'escadron Lafayette, eh bien, on est quelque part toujours une tête dessus tout le reste de sa carrière.